collègues, chers invités, on a l'honneur, l'immense honneur aujourd'hui d'accueillir parmi nous M. Chaplin, en l'occurrence de son prénom Eugène Chaplin. Alors pour l'ensemble hospitalier de la Côte, c'est une année un peu particulière. Je vais juste articuler mon introduction par rapport à cette année 2019. C'est une année où l'on fête les 150 ans de l'hôpital de Morges avec une série de festivités qui sont planifiées tout au long de l'année. Dans le cadre de cette année particulière, on souhaitait associer une série d'orateurs avec lesquels on a un lien un peu particulier, et c'est dans ce contexte-là qu'on a souhaité associer aujourd'hui M. Chaplin. Alors, on sort à l'instant, il y a quelques jours, d'une cérémonie qui était importante pour l'hôpital de Morges, des portes ouvertes, et nous allons avoir un prochain événement dans quelques semaines. Sauf erreur, c'est le 6 décembre, c'est bien ça, le 6 décembre, qui va concerner la soirée des collaborateurs. Alors la soirée des collaborateurs cette année va s'organiser d'une manière un tout petit peu particulière. En l'occurrence, les collaborateurs et les familles de l'ensemble hospitalier de la Côte seront invités à assister à un grand spectacle, en l'occurrence le spectacle de la Paternelle, qui est le plus grand spectacle d'enfants d'Europe. Alors si je vous parle de ce spectacle pour lequel nous avons quelques représentants de la Paternelle dans la salle, c'est que ce spectacle avait lieu habituellement dans le Palais Beaulieu à Lausanne, pour ceux qui le connaissent, et puis exceptionnellement cette année, il aura lieu sous un chapiteau qui sera posé au niveau de Bellerive, sur la place Bellerive à Ouchy. Et en l'occurrence, le thème de ce spectacle de la Paternelle cette année, vous allez comprendre l'articulation avec M. Chaplin. Le thème est en lien avec Charlie Chaplin et en l'occurrence le titre du spectacle, il s'appelle Charlot et les égarés du cinématographe. Voilà qui nous a amené, Madame Reilly et moi-même, dans le cadre de ces événements, à réfléchir dans le fond aux personnes qu'on aurait à cœur d'associer pour cette année. Est venue l'option de M. Chaplin, et puis moi j'ai dit à Florence, écoute, essayons, mais je doute que M. Chaplin prenne du temps pour une conférence telle que celle-ci, et en l'occurrence, on y est. M. Chaplin, merci infiniment de votre présence. Je vous avoue que quand vous avez accepté, on était en salle de réunion là-haut avec Mme Reilly, et puis on a tous les deux fait comme ça. Bref, on était ravis de ce moment qu'on a l'occasion de partager ensemble. Alors, vous êtes, M. Chaplin, vous êtes un enfant du pays. En l'occurrence, les médias de Suisse romande aiment à dire que vous êtes l'aîné des Chaplin nés en Suisse. Voilà, et en l'occurrence, vous êtes un passionné du cirque. Ça fait bien sûr écho au chapiteau dont on aura l'occasion d'assister à un spectacle cette fin d'année. La question que je me suis posée à titre personnel, c'est dans le fond, d'où venait cette passion du cirque. Il y a un élément que vous évoquez, c'est le fait que le cirque a un côté tout à fait universel. En l'occurrence, quelles que soient les générations, quelles que soient les origines, quelle que soit la langue, le cirque nous permet de nous embarquer. Et en l'occurrence, il y a un côté très universel dans l'accès au cirque. Au même titre, par ailleurs, que l'est le cinéma muet. Je souhaite juste faire un lien avec cette notion d'universalité. L'accès universel, notamment l'accès universel aux soins, est un des fondamentaux de l'ensemble hospitalier de la Côte. Monsieur Chaplin, je vous remercie infiniment de votre présence aujourd'hui
et on se réjouit de vous entendre. Merci. Alors d'abord, merci de m'avoir invité. J'ai accepté parce que je connais bien le sujet et ça ne me gêne pas d'en parler. Et je commencerai par dire pourquoi le cirque et le chapiteau. C'est parce que mon père adorait le cirque. Et toutes les années, on allait en famille voir le cirque Nid quand il arrivait à Vevey. Et surtout, ce qui était formidable, c'est qu'après le spectacle, il invitait tous les artistes à la maison boire un verre. Alors moi, en tant que gamin de 8-9 ans, voir un trapéziste qui faisait des triples sauts périlleux ou celui qui était dans la cage au lion, etc., était à la maison. Et on pouvait leur parler très simplement. Et c'est vrai que les gens du cirque sont très terre-à-terre. Puis en plus de ça, à l'époque, bien sûr, il y avait les animaux dans le cirque. Alors moi, personnellement, je me rappelle d'un dompteur qui était venu avec son ours à la maison. On a eu des singes, on a eu des crocodiles, on a eu toutes sortes de bêtes comme ça qu'on pouvait toucher. C'était formidable, il y a des photos. Voilà. Alors, je vais essayer de résumer un peu la vie de mon père. Il est né en 1889 à Londres. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'acte de naissance, parce qu'à l'époque, on commençait à recenser les enfants des gens. Et en plus de ça, les artistes n'aimaient pas déclarer leurs enfants pour des raisons de taxes. Je ne sais pas, je ne connais pas exactement la raison, alors ils ne déclaraient pas les enfants. Alors mon père n'a pas d'acte de naissance, il nous a toujours dit qu'il était né le 16 avril, alors on le croit. Et à Londres. Sa mère, Hannah, était une chanteuse de music-hall, et son père, Charles Senior, lui aussi. Lui chantait des petites chansonnettes et plein de femmes tombaient à ses genoux parce qu'il était très beau et très charmant. Et elle chantait plutôt des chansons tristes. Voilà. À l'âge de 3 ans, le père de Chaplin disparaît, dans le sens qu'il buvait beaucoup, il avait beaucoup d'aventures et éventuellement il est parti de la maison. Il y avait 2 enfants que sa femme avait, Sidney et Charlie, et il ne voulait plus les entretenir. Alors il a tout laissé à Hannah pour qu'Hannah règle les problèmes de la maison. Alors ce qu'il faut expliquer, c'est l'époque victorienne de Londres. Il y avait un côté l'opulence avec ces magnifiques bâtiments qu'on voit encore maintenant à Londres, etc. Et il y avait bien sûr la pauvreté et des gens misérables qui habitaient surtout l'est de Londres à l'époque. On les cachait parce qu'à l'époque, on disait que les pauvres étaient des fainéants parce qu'ils n'aimaient pas travailler. Alors, on les cachait dans des endroits comme des workhouses, des maisons de travail. Alors là, ils pouvaient vivre à condition qu'ils travaillaient pour payer le loyer. Et comme Hannah avait de la peine à joindre les 2 bouts, elle se retrouve dans une de ces maisons, là où, il faut dire, il y avait un mélange de population entre les pauvres et j'ai envie de dire les malhonnêtes, les voleurs, etc. Ils étaient tous là, mélangés ensemble, les malades mentaux, etc. Elle travaille comme couturière et lavandière pour se faire de l'argent. Puis le soir, bien sûr, elle chante au music hall. Le music hall, c'était un peu
le cinéma de l'époque, j'ai envie de dire. C'était un endroit où le peuple venait et il y avait des chanteurs, des danseurs, des cracheurs de feu, toutes sortes. Et les gens, le public, souvent ivre, s'ils n'aimaient pas, on envoyait des tomates ou si on les aimait bien, on envoyait des pièces de monnaie pour les remercier. Et un jour, Hannah monte sur scène et elle souffrait de démence. Et sur scène, tout d'un coup, elle oublie les paroles de la chanson, elle se met à tousser, etc. Puis mon père, Charlie, qui était dans les coulisses, voit sa mère en train de paniquer. Il avait, je crois, 6 ans à l'époque. Il monte sur scène et termine la chanson devant tout le monde. Alors tout le monde trouve ça très très mignon et ils envoient des pièces de monnaie, il les ramasse et plus il fait la courbette, plus il y a des pièces de monnaie qui viennent là. Et je pense que c'est là qu'il a compris que c'était le boulot qu'il voulait faire. Alors la santé de sa mère, s'aggrave, elle va se faire interner, les services sociaux prennent les enfants et il s'échappe et c'est là où il se promène dans les rues de Londres en train de se cacher. C'est là qu'il rencontre des artistes de rue et qu'il apprend beaucoup de ces gens-là. Éventuellement, il se fait engager dans une troupe de claquettes. Les 8 Lancashire Lads. Et là, il fait déjà une tournée en Angleterre, il se fait un peu remarquer. Puis, il travaille dans un cirque. C'est là où il apprend à imiter les gens et à apprendre la comédie et la pantomime. Et grâce à son frère Sidney, il se fait engager chez Fred Karno. Fred Karno, qui était la plus grande troupe de music-hall en Angleterre. Je crois qu'il avait 5 troupes en tout, qui tournaient en Angleterre et dans le monde. Et j'ai vu dernièrement un documentaire sur son frère Sidney, qui est intéressant, parce que les deux sont aussi drôles l'un que l'autre. Les deux arrivent, ils ont les mêmes mimiques, le même timing, c'est absolument extraordinaire. Pourquoi est-ce que Chaplin a réussi et pas l'autre? C'est parce que Sidney, comme il était déjà connu en Angleterre, est resté en Angleterre, et mon père a décidé de partir avec Karno aux États-Unis. Et il part aux États-Unis sur le même bateau que Stan Laurel, par exemple, qui était là parce que il voulait voir ce qui se passait par là-bas. Il joue dans une pièce qui s'appelle L'Ivrogne. Et dans son rôle dans cette pièce, c'est de jouer l'ivrogne. Il est assis dans le public et comme, excusez mon langage, il sème la merde, quoi. et Max Sennett, qui était un producteur canadien de l'époque, le voit et il dit « J'aimerais engager cet ivrogne dans mes studios pour faire quelques films. » Et puis on lui offre, je ne me rappelle plus, une somme d'argent. C'était en tout cas 2 fois plus que ce qu'il gagnait avec Fred Karno. Alors il se présente à Max Sennett et Max Sennett a dit « Non, moi je ne te veux pas, moi je veux ces ivrognes. » Alors il devait mimer l'ivrogne pour bien prouver que c'était lui. Et alors c'est là où sa carrière commence, c'est là où tout d'un coup il se déguise. On ne sait pas exactement comment l'idée du personnage de Charlot est venue. Je pense que c'est en rencontrant des gens dans la rue à Londres, etc. Il a été inspiré par ça. Et plus il fallait travailler vite. Quand on appelait les gens sur le plateau, il disait « Tu choisis un costume et tu viens ». Alors il est allé, et puis il a pris une veste trop grande, des pantalons trop grands, etc. Et puis voilà, c'est ce qui a été fait. Alors tout de suite, le succès commence, il demande après à diriger, il demande ensuite à produire.
Et il fait toutes ces étapes en moins d'une année. Il est mondialement connu, il s'est fait beaucoup d'argent, alors il ouvre ses propres studios. Il ouvre ses propres studios à La Brea. Et là, il commence à produire ses propres films. Et ce que je trouve intéressant, c'est que les studios, quand il venait de les construire, il n'y avait pas de toit. C'était des studios à toit ouvert. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas assez d'éclairage pour ces films. Alors, on mettait des draps pour faire des ombres, etc. Mais c'était des studios à toit ouvert. Et puis, on voit dans certaines chutes de films où il répète, où il filme la répétition, mais il n'a pas pris la séquence parce que justement les toiles bougeaient, etc. Et puis ça se voyait avec l'ombre sur lui. Mais il travaillait, la façon dont il travaillait, c'est qu'il avait sa propre troupe de comédiens. Il adorait, disons, il aimait beaucoup travailler avec les gens qu'il connaissait. Alors, il dit, j'ai une idée, j'ai pas de scénario. Et il dit, je travaille avec la troupe dans le studio. Et bon, à mon avis, il devait avoir une idée d'une histoire, mais les gags étaient développés durant les répétitions. Alors, par exemple, s'il y avait une scène avec des portes tournantes, alors il jouait avec ça. Il filmait, il regardait, il faisait développer les films et puis il regardait. Puis il disait non, je ne veux pas, on enlève les portes tournantes puis on va mettre des escaliers roulants à la place. Et voilà, il travaillait comme ça. Il y avait des moments de frustration où il disparaissait pendant une semaine. Et tous ses employés, les acteurs, etc., venaient au studio, buvaient un café, lire le journal jusqu'à quand le jour il allait revenir avec une nouvelle idée et relancer. Alors, oui, alors il produit pas mal de films, bien sûr le Kid, le Cirque et plein d'autres. Et il fait les Lumières de la ville au moment où le Parlant commence. Alors il y a le Parlement, il y a déjà le Parlant qui est bien lancé, et beaucoup de gens parlent en disant « Ah, Chaplin, on va voir qu'est-ce qu'il va faire maintenant parce que Charlot doit parler. » Et lui, sur un coup de tête, il s'est dit « Non, je vais garder le film muet, mais je vais composer ma propre musique. » Car, à mon avis, mon père était le premier artiste à comprendre que la musique était la contrepartie de l'image. Alors, à l'époque, on n'acceptait pas que Charlot soit musicien, parce que les chefs d'orchestre qui avaient l'habitude d'avoir Mozart ou Beethoven ou quoi que ce soit, quand ils lisaient les partitions, quand on lit une partition de musique classique, il y a un certain rythme, il y a une certaine logique que les chefs d'orchestre comprenaient. Tandis que si on prend les partitions de Chaplin et de sa musique, il y a des changements de tempo et des arrêts, etc., qui n'ont pas l'air logiques du tout. On disait, mais c'est pas possible. Mais quand on le joue avec l'image, ça prend tout son sens. Parce qu'au fond, il composait sa musique d'après l'image. Alors, Les Lumières de la ville, bien sûr, fut le grand succès que l'on connaît. Et là, il est fatigué. Il décide de faire un tour du monde pour se changer les idées, parce qu'en plus, il a un divorce qui est très médiatisé, etc. Alors, il veut partir. Alors, il prend une année sabbatique et il fait un tour du monde, bien sûr, en bateau. Il part en Europe et c'est là où il rencontre Einstein, Churchill. C'est là où il rencontre aussi Gandhi. Une histoire que j'aime bien raconter, c'est, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, mais
J'aime bien croire que c'est vraiment vrai. Il rencontre Einstein et il l'invite à la première du film des Lumières de la ville à Berlin dans les années 30. Ils sont tous les deux dans la voiture et puis bien sûr il y a beaucoup de monde. Alors Einstein dit à mon père, regardez, ce que je trouve extraordinaire chez vous, c'est que vous ne parlez pas et tout le monde vous comprend. Et lui répond, il dit, c'est tout aussi extraordinaire que vous, car vous parlez et personne ne vous comprend. Et voilà, oui, alors il fait son tour du monde, il part en Asie, il fait l'Afrique aussi, il va même jusqu'en Chine. Et là, sensible comme il s'est rendu compte de l'état du monde de l'époque. Car les 2 prochains films qu'il fait en rentrant aux États-Unis, c'est Les Temps modernes et Le Grand Dictateur. Alors, Les Temps modernes, c'est encore un film muet, mais on entend sa voix dans une chanson à la fin du film. Et Le Grand Dictateur, c'est la dernière fois que l'on voit Charlot en tant que l'homme, la moustache, etc. Même dans Le Grand Dictateur, il n'est même pas en tant que Charlot, il est en tant que barbier juif. En 1938, quand il commence à écrire Le Grand Dictateur, on le critique parce que les États-Unis n'est pas encore en guerre contre l'Allemagne. On lui fait pression pour qu'il ne fasse pas ce film, mais il veut le faire et il le finance lui-même. Ça veut dire qu'en 1940, le film est prêt, il sort, on ne le montre pas aux États-Unis, et tout d'un coup, jusqu'au moment où quand les États-Unis entrent en guerre contre l'Allemagne, quand c'est un de leurs bateaux marchands se fait descendre par un sous-marin allemand. Et puis à cette époque-là, bien sûr, c'est l'époque du macartisme, où un sénateur McCarthy décide qu'il faut absolument éliminer tous les communistes et que tout le monde qui était soupçonné d'être communiste ne pouvait plus travailler. Alors, il y a plein de gens chez Disney, chez Warner, etc., qui ont été dénoncés comme communistes et puis qui ne l'étaient pas, mais juste soupçonnés, ils perdaient leur boulot et ils vivaient dans la pauvreté parce qu'ils ne pouvaient pas ni gagner d'argent, ni toucher quoi que ce soit. Et mon père leur a toujours pris leur défense. Et voilà, alors il avait un autre ennemi qui était le chef du FBI, Monsieur Hoover. Et Hoover voulait la mainmise sur Hollywood parce qu'il comprenait que le cinéma devenait un moyen de propagande formidable. Et mon père, en tant qu'homme libre, parce qu'il jouait, il dirigeait, il produisait et distribuait ses propres films, il disait jamais je vais m'enfermer sous des recommandations complètement ridicules. Et mon père rejoint une organisation qui comment on dit, il lève des fonds pour l'armée russe pour qu'ils puissent garder le front en Allemagne durant la Deuxième Guerre mondiale. Et il va à une de ces réunions parce que les gens venaient le voir, etc. Et il commence son discours en disant « camarades ». Alors bien sûr, ça a très très mal passé. Comme toujours, il était très provocateur. Mais il a dit à la commission anticommuniste aux États-Unis à l'époque, il disait « regardez, ce n'est pas une maladie, c'est juste une idée, et je m'intéresse aux nouvelles idées. Alors invitez-moi, je viendrai m'expliquer. » Puis on ne l'a jamais invité. Troisième chose, il y a l'affaire John Barry. John Barry était une jeune femme qui apparaît
au fond, elle fait un interview dans un journal en disant « Je suis enceinte » et le père, c'est Charlie Chaplin. Alors, bien sûr, la droite, tout ce qui était les églises catholiques, etc., démolissent la réputation de Chaplin. Et lui fait un test de paternité qui prouve qu'il est innocent, qu'il n'est pas le père. Mais la cour californienne le condamne quand même à payer une pension jusqu'à quand l'enfant ait 18 ans. Parce que je crois que les tests de paternité n'étaient pas reconnus dans les cours juridiques à l'époque. Alors, c'est aussi à cette époque-là qu'il rencontre ma mère, Una. Ma mère était la fille de Eugene O'Neill, qui était un auteur dramaturge américain qui a gagné le prix Nobel de littérature. Et c'était une très belle femme et elle a fait un screen test pour un film et mon père était là, l'a vu. Elle avait 17 ans à l'époque, puis à 18 ans elle marie mon père et mon père en avait 54. Alors bien sûr, les Américains n'ont pas beaucoup aimé ça non plus. Et d'ailleurs, le père de ma mère, Eugene O'Neill, n'a pas tellement aimé ça non plus. Et voilà, alors ils partent des États-Unis en bateau pour promouvoir le film Les Feux de la Rampe en Europe. Et c'est sur le bateau qu'il reçoit un télégramme en disant que le gouvernement américain ne renouvelleront pas son visa de retour. Ou s'il voulait que son visa de retour soit renouvelé, il devait passer devant une commission de moralité. Alors mon père, bien sûr, s'est fâché. Il a dit c'est comme ça qu'après tout ce que j'ai fait pour eux, c'est comme ça qu'on me traite, je ne retourne pas. Alors il est en Europe et puis là, il voyage beaucoup, il va dans le sud de la France, etc. Et ma mère, qui était enceinte, dit quand même, j'ai pas envie d'accoucher dans un hôtel, il faut absolument que tu trouves un endroit où t'installer. Et c'est par hasard, au-dessus de Vevey, il voit qu'il y a une propriété à vendre. Et voilà, c'est le manoir, c'est une propriété de 13 hectares. Et il achète cette propriété. Même que la propriétaire, Madame Minot, n'était pas tellement d'accord que sa maison soit vendue comme ça. Et les Minot, c'est assez drôle, étaient des Anglais un peu excentriques qui habitaient cette maison. Et il paraît que chaque fois qu'il y avait une dispute, Monsieur partait à Montreux, puis restait quelques jours au Palace Hotel en attendant que la tempête se calme, puis revenait. C'est très anglais, ça, oui. Et voilà. La vie à la maison était réglée par ma mère. Toute l'intendance, il y avait des employés, il y avait une douzaine d'employés. Alors, ma mère s'organisait pour que la maison soit tranquille et pour que mon père puisse travailler. Qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il faisait au manoir? Il composait d'abord des musiques et aussi il a écrit son autobiographie, il a écrit un autre livre, My Life in Pictures. Et mon père était toujours un bosseur et il ne pouvait pas rester un jour sans rien faire. Alors, la vie était comme ça. Alors, moi, je me rappelle de mon père, surtout, quand il travaillait, je l'entendais jouer au piano. Alors, il ne savait pas lire la musique, mais il jouait à l'oreille, un peu comme Paul McCartney. Voilà, belle référence. Et
Oui, il composait. Alors ma mère était au projecteur, donc il n'y avait pas de vidéo à l'époque. On avait un projecteur 16 mm, on avait une copie du film 16 mm, et ma mère faisait la projectionniste, et lui se mettait au piano, et puis il jouait. Puis tout d'un coup, de toute la cacophonie qu'il y avait au début, une mélodie ressortait, et là il avait un arrangeur à côté de lui, Eric James, qui marquait les notes, etc. Et c'est comme ça qu'il composait. Le piano qui est dans le salon a été acheté, a été offert par Clara Askill. Clara Askill, grande interprète des musiques de Mozart, etc. Une Roumaine qui était une femme, un enfant, comment on appelle ça, de génie, quoi. Elle savait jouer le piano à un âge très jeune. Ses parents l'ont envoyée à Paris pour se perfectionner, et puis elle s'échappe de Paris parce qu'elle était juive. Elle s'échappe juste 2 jours avant l'invasion de Paris par les Allemands. Puis elle arrive en Suisse, elle a tout perdu, elle n'a strictement rien. Il y a une famille à Vevey qui l'accueille, et on l'a retrouvée dans des lettres, etc., où elle écrit « Cher Monsieur Rossier, est-ce que vous avez encore des tickets de lait car j'en ai plus ?» etc. Alors vraiment, elle n'avait rien, et puis elle était très malade, elle avait une maladie osseuse. Et mon père l'a rencontrée, et il a dit qu'il y avait 3 génies dans ce monde à l'époque. Il y avait Einstein, il y avait Churchill et Clara Askill. C'est Clara Askill venait, elle était toute recourbée comme ça, et dès qu'elle se mettait derrière un piano, elle jouait comme une déesse, quoi. Et bon, on a eu de la chance, elle venait manger chez nous à Noël, et après le repas, elle passait au piano, puis elle jouait un morceau comme ça. Alors mon père adorait le talent, et il a tout de suite reconnu le talent en Clara Askill, et bien sûr elle est devenue quand même quelqu'un de très connu, mais tard dans sa vie, il faut dire. Je raconte tout ça, c'est parce que je trouve que c'est un personnage assez intéressant, qu'on ne connaît pas, à part qu'il y a juste quelques enregistrements d'elle qui existent maintenant, et qu'il n'y a pas de film, il n'y a pas de concert filmé qui existe d'elle. Et un documentaire sur elle est sorti dernièrement, et c'est surtout avec les images que ma mère avait filmées quand elle était venue au manoir à l'époque. Alors, pour terminer, non, ce que je veux dire, c'est que comment était la vie au manoir? Comme je dis, la vie de Chaplin est en 3 chapitres. Il y a, le premier chapitre, c'est son enfance, c'est la survie. La deuxième, c'est les États-Unis, c'est l'ambition, et il fait tous ses films. Et la troisième partie de sa vie, c'est l'amour. Il rencontre ma mère. Et c'est vrai, on vivait dans un cocon où ma mère et mon père étaient toujours ensemble. L'homme ambitieux qui faisait tout à sa tête, etc., tout d'un coup bascule complètement et ne peut plus rien faire sans elle. Alors quand il écrit quelque chose, il faut qu'elle le lise, puis l'approuve. S'il écrit de la musique, il faut qu'elle l'approuve. Tout ce qu'il fait, ça passe entre ses mains, et c'est elle qui doit approuver la chose. Mais ils avaient une énorme affection l'un envers l'autre. Moi, je les voyais toujours se tenir la main dans le jardin, etc. Et c'est vrai que pour moi, le mariage, c'était ça. Quand j'ai eu ma première copine, je me suis dit, voilà, maintenant ça va être le truc fantastique. Ça va être absolument génial, jusqu'au jour, une fois ma copine, je ne sais pas ce que j'ai fait, une connerie, elle m'engueule. Puis j'ai regardé, j'ai dit non, mais ça c'est pas possible. Elle m'engueule, et ça doit être seulement dans les films, c'est pas... 65 ans après, j'ai compris que
c'était moi qui me suis trompé. Alors, oui, pour ça, c'était formidable. Lui, ce que je trouve génial, c'est qu'il avait pris de l'âge. Il a compris que Charlot ne pouvait plus continuer à parler. Alors, il a fait Monsieur Verdoux et les Feux de la Rampe, et là, bien sûr, Le Roi à New York. Et là, il travaillait un tout petit peu moins. Il prenait plus de temps avec sa famille. Et surtout, ce qu'il adorait ici en Suisse, c'est qu'il avait une vie normale. Il pouvait descendre à Vevey à pied, acheter le journal, et personne ne l'embêtait. C'est vrai qu'en Suisse, les gens sont très timides, ils regardent de loin, mais ils ne s'approchent pas. Et pour ça, il adorait la vie en Suisse. Bon, il a fallu une certaine habitude. D'abord, quand il a acheté la maison, tout était très calme. C'était, je pense, un dimanche, je ne sais pas. Et là, quand il s'installe, tout d'un coup, il réalise qu'il a un stand de tir juste en bas de la forêt, ce qui était complètement contre ses convictions. En tant qu'enfant, je n'avais pas le droit de jouer avec des pistolets à eau dans le jardin ou quoi que ce soit. Alors, pendant des années, il descendait au stand de tir, il amenait des bouteilles de vin et de la nourriture, etc. En disant « Allez, arrêtez si vous voulez ». Mais ça n'a pas joué, ça n'a pas marché. Mais sinon, il dit dans son autobiographie, les dernières pages de son autobiographie, il dit « Je suis content d'être assis sur la terrasse et de voir les montagnes autour de moi, je trouve ça très sécurisant ». Alors vraiment, il a été très heureux. Et voilà, une dernière anecdote que je trouve assez marrante. C'était à l'époque où la télévision commençait. Ma mère avait acheté une télévision en noir et blanc qu'elle a mis à la bibliothèque pour mon père. Puis c'était l'époque où la TSR avait peut-être 5 heures d'émission par jour, c'est tout, quoi. Et on pouvait s'asseoir avec lui pendant 1 heure de temps, regarder un programme, mais pas faire de bruit. Puis les années passent, et ma mère achète une télévision en couleur, puis elle met la télé noir et blanc dans la chambre des enfants, et la télé couleur pour mon père. Alors nous, bien sûr, on était très contents, on avait notre télé en haut, en noir et blanc. Et mon père, je crois que ça lui a pris 48 heures, il a regardé la couleur, qui était bien sûr à l'époque très mauvaise à ses débuts. Et il dit non, je veux le noir et blanc, puis mettez la couleur dans la chambre des enfants. Alors, c'était un peu bizarre, mais c'était comme ça. Voilà, puis il est mort le jour de Noël. Et je trouve, symboliquement, je trouve très beau. Justement, c'est l'homme qui est venu de nulle part et qui est mort un jour de Noël. Voilà. Merci.